lieutenant-colonel Paul-Émile de Souza, président du directoire militaire qui le dirigeait depuis le 12 décembre 1969, qu'un nouveau régime remplaçait enfin celui du docteur Émile Derlin Zissou, renversé le 10 décembre par le colonel Maurice Kouandété, et que le pays était doté d'un régime politique. Ainsi, les trois grands leaders civils du Dahomey, que sont Hubert Kutukumaga, Justin Tometi Aromadegbe et Souroumigan Apiti, qui se trouvaient en exil jusqu'en décembre, étaient désignés pour siéger collectivement à la tête de l'État dahoméen à partir du 7 mai 1970 au sein d'un conseil présidentiel. Chacun des trois membres du nouveau conseil présidentiel en assurera à tour de rôle un coup d'État au Dahomey. Nous l'avons appris cet après-midi, il a eu lieu cet après-midi d'ailleurs. Le président Aromadegbe a été renversé aujourd'hui par l'armée. Au lendemain de l'indépendance du Dahomey, le 1er août 1960, le pays a connu une instabilité politique assez rare en Afrique occidentale française. Le Dahomey a vacillé entre élections et coups d'État. Celui du 26 octobre 1972, le tout dernier que le pays a connu avant le renouveau démocratique de 1990, dont les causes ne sont totalement pas différentes de celles des autres putschs qui l'ont précédé depuis 1963, a marqué l'esprit des Dahomey de l'époque. En effet, le coup de force du 26 octobre 1972 au Dahomey est aux yeux des analystes politiques la conséquence des rivalités tribales et interrégionales et des difficultés économiques d'alors du pays. Au soir du 141e jour de la plus grave crise politique qu'il ait connue en 10 ans d'indépendance, le Dahomey a appris le 30 avril 1970 par la voix du lieutenant-colonel Paul-Émile de Souza, président du directoire militaire qui le dirigeait depuis le 12 décembre 1969, qu'un nouveau régime remplaçait enfin celui du docteur Émile Derlin Zissou, renversé le 10 décembre par le colonel Maurice Kouandété, et que le pays était doté d'un régime politique. Les trois grands leaders civils du Dahomey, que sont Hubert Kutukumaga, Justin Tometi Aromadegbe et Souroumigan Apiti, qui se trouvaient en exil jusqu'en décembre, étaient désignés pour siéger collectivement à la tête de l'État dahoméen à partir du 7 mai 1970 au sein d'un conseil présidentiel. Chacun des trois membres du nouveau conseil. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, nous allons vous demander de nous excuser parce que nous avions eu un petit problème au niveau de la régie. Voilà, nous revenons encore, nous sommes toujours sur notre plateau et toujours avec notre invité du jour qui est le docteur Ladislas Prosper Agbessi. Nous allons reprendre cette question, docteur. Cette question nous vient de Umbo Théonas qui nous a écrit de Savalou. Sa question est celle-ci. Pouvez-vous agréer avec nous que la démocratie béninoise est en panne? Et je voudrais d'abord remercier le frère Erungbo depuis Savalou. Savalou, c'est un coin que j'aime beaucoup. Mes grands frères et mes grandes sœurs, quand j'étais encore enfant, ont étudié là-bas. J'aime les collines là-bas et ce serait une bonne ville pour le tourisme. Ok. Savalou avec Glazoué, pour moi, c'est des endroits qui peuvent donner des envies et à nos touristes dans le pays. J'aime beaucoup Savalou et puis, vous savez, ce que j'aime beaucoup de Savalou, puisque j'ai ma femme qui vient de là-bas actuellement. Savalou, c'est le pays Mahi. Avec une tradition de l'igname, où dans la période de l'igname, à partir de 17h, tu entends dans la ville tonko, 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 parce que les gens sont en train de préparer. Bref, je voudrais dire à M. Rongbo que, vous savez, le contexte de la démocratie dans notre pays est vraiment déplorable, très déplorable, du fait que dans son contexte, le pays souffre, les institutions sont en panne, tout est en panne dans notre pays. Et quand vous avez
un pays où les institutions en panne et qui sont à la merci d'un seul individu, il faut savoir que il y a un problème, il y a matière à inquiétude. Il faut au grand mot les grands remèdes. C'est ainsi que nous pouvons changer notre pays. Et si la réflexion n'est pas faite, même sur la grande base de nos couches sociales, les enfants, tout le monde, les intellectuels, l'armée, les forces de l'ordre, tout le monde, il y a quelque chose qui va pas dans notre pays. Si la justice est à la sorte d'un individu, notre constitution a été changée et tout a été changé, c'est la base de l'insécurité. C'est la base de toute manifestation d'injustice dans un pays. Nous sommes dans un pays où la justice a la main gauche pour certaines personnes et la main droite pour certaines personnes. Il n'y a pas d'équité dans la justice dans notre pays. Et il y en a qui peut voler l'argent des impôts. On ne peut pas les ébranler. On ne peut pas les inviter. Mais on va discuter qu'est-ce que le problème de domaine, des terres, ont à faire avec l'économie d'un pays. Pourquoi ça chape dessus pour arrêter les gens au pays? C'est-à-dire, la vision d'un État, qu'est-ce que ça apporte? L'État a perdu de l'argent. C'est-à-dire, on laisse le problème, on nous envoie ailleurs. Alors que le premier criminel, la première personne qui a commis une faute dans le secteur domanial, c'est le soi-disant président de la République, Patrice Guillaume Athanase Talon, qui a acheté, sans les procédures normales, un domaine public. Aujourd'hui, c'est le même gouvernement qui va derrière des gens depuis des années. Je ne dis pas de ne pas punir les gens, mais il faut faire la part des choses. On ne peut pas mettre tout le monde en prison dans notre pays. Un gouvernement doit savoir garder raison pour attaquer tout un peuple. On va mettre tout le monde en prison. Les pays en voie de développement, tout le monde a fait des fautes. C'est pour ça que je félicite monsieur et un de nos membres de la commission de développement pour dire notre équipe qui va venir, nous allons donner amnistie. Pas parce qu'on ne veut pas punir certaines personnes. On doit donner amnistie et reprendre les choses d'une base. On ne peut pas mettre tout le monde en prison, comme genre. On ne peut pas. D'abord, ça coûte de l'argent pour mettre les gens en prison. La lutte contre la corruption, ce n'est pas ce que c'est fait. Pendant que le gouvernement eux-mêmes ne font pas ça. Revenons à la situation. Nous avions les communales, nous avions les législatives et nous avons les présidentielles qui ne sont pas dans un cadre constitutionnel. Ça veut dire que nous avions une démocratie en panne. Et je crois que ce que M. Humbo est en train de dire, c'est le sentiment de plus de 95% de la population béninoise. C'est vrai, il y en a qui font le semblant sur des réseaux sociaux, parce qu'ils sont dans des réseaux sociaux où les gens du gouvernement, les ministres sont là, ils sont obligés d'attaquer tout le monde pour leur faire plaisir. Mais ces personnes, en son temps, nous avions leur nom. Nous aussi, nous avions des renseignements, nous avons leur nom. On sait là où ils vivent, on sait où ils sont. Ils ne viendront pas changer leur position dans les jours à venir. Ok. Docteur, toutes vos propositions de sortie des crises s'appliquent dans d'autres pays. Donc, je vais parler ici, donc, le pays de la CEDEAO, je peux dire, il y a toutes vos propositions de sortie des crises qui s'appliquent. Alors que vos dernières propositions de sortie des crises viennent à peine d'être appliquées à 100% en Guinée-Conakry. Pouvons-nous toujours croire à leur application au Bénin, dans le prochain jour et dans le prochain jour? Pouvons-nous encore croire à cela? Et vous savez, le contexte malien, le contexte guinéen ont un dénominateur commun avec le Bénin. Le problème d'inconstitutionnalité du régime en place à vouloir tout garder pour eux et faire la corruption et dans des mœurs. Mais les conditions géographiques, l'histoire de chaque pays est différente des uns des autres. Le contexte béninois
Le Mali a commencé il y a 4 ans, il y a plusieurs années. Ils sont là. La Guinée, depuis même, il y a des élections que le président en place n'a jamais gagné. Que certains ont été mis en exil. Il y en a qui sont restés en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont restés en France. Alors que lui-même était un exilé. Et il est retourné. Hein? Vous comprenez? Beaucoup sont exilés de la Guinée. Et ils ont travaillé pendant plus de 6 ans pour être là aujourd'hui. Nous, on a commencé en mai 2019. On a 2 ans. Je sais que les gens sont pressés. On a voulu faire une force, coup de force. La communauté internationale nous a dit non, on ne va pas vous supporter. Vous avez vu tous les autres pays qui ont travaillé avec la communauté internationale, ils ont eu leur support. Vous devez travailler avec la communauté internationale. Quand je dis au peuple béninois, laissez-nous travailler avec la communauté internationale. Les gens nous disent, non, on veut des résultats. Il faut travailler avec la communauté internationale. Vous avez vu ce qui se passe. Les gens ont condamné, ils sont partis. À partir de la semaine prochaine, vous allez voir, ils vont donner le support, ils vont donner les moyens au gouvernement en place. Vous avez entendu quelque chose? Les quelques frétins à la présidence qui se sont opposés, est-ce qu'on parle d'eux? Alpha Condé ne va pas quitter comment l'appelle-t-on? La Guinée. Par contre, au Bénin, nous allons pouvoir discuter avec la CEDEAO et les autres qui ont fini. Nous allons leur dire, au Bénin, on ne va pas vous faire le plaisir que le Mali et la Guinée vous a fait pour visiter le président de la République. Peut-être que chez nous, on n'aura pas la chance de voir la personne qui est le détonateur du mal dans notre pays, qui a tué nos populations, qui a humilié toute une région, qui sont les Tchadais de notre pays. Est-ce que vous voyez? Et qui